Mesdames, Messieurs, chers auditeurs et téléspectateurs, bonsoir et merci de suivre le programme de la radio-télévision du Tchad, créé le 22 mai 1964 dans le but de relever les défis de la gestion de l'eau transfrontalière. La commission du bassin du lac Tchad, CBLT, a tenu son 16e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement le 29 novembre dernier à Abuja, au Nigeria. Indame Chérif et moi-même, Suleiman Diabo, recevons sur ce plateau Ibo Abdoulaye, directeur de la communication et des technologies de la CBLT, pour en parler. Le président tchadien, général Mohamed Idriss Déby Itno, est désigné président en exercice de la CBLT. Quels sont, à votre avis, les enjeux et les défis de la présidence tchadienne? Les enjeux et les défis, c'est les enjeux et les défis depuis 2015. Vous savez, depuis 2015, avec le phénomène de l'insurgence et du phénomène Boko Haram, l'enjeu sécuritaire a pris le dessus. Alors que auparavant, l'enjeu le plus primordial, c'était l'enjeu climatique. Mais depuis 2015, avec le phénomène Boko Haram, l'enjeu sécuritaire parce qu'il faut d'abord résorber l'enjeu sécuritaire pour s'attaquer aux problèmes d'ordre structurel ou conjoncturel du bassin du lac Tchad. Donc je pense que le principal enjeu de la présidence tchadienne serait primo l'enjeu sécuritaire, c'est-à-dire résorber, en finir avec Boko Haram ou les groupes armés terroristes pour s'attaquer au véritable enjeu, parce que c'est ça le véritable enjeu, l'enjeu climatique, l'enjeu du développement, l'enjeu de la lutte contre la pauvreté. Monsieur le directeur, parlez-nous un peu des principales conclusions de ce 16e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CBLT dont les travaux viennent d'avoir lieu à Abuja. D'accord, ok, merci bien madame. Avant de vous parler des conclusions du 16e sommet, je vais vous parler un peu de la CBLT pour que vous compreniez aisément le sommet. Vous savez, la CBLT, comme il l'a si bien dit, c'est une organisation sous-régionale créée depuis 1964, ici même en N'Djamena, au Tchad, et qui regroupe les 4 pays, au départ, les 4 pays riverains du bassin du lac Tchad. Bien sûr, par la suite, la Centrafrique, qui est le principal pays d'où vient l'eau qui alimente le lac Tchad, a adhéré en 1996. Ensuite, la Libye, parce que vous savez, le bassin, les questions de bassin, c'est aussi, ça va au-delà de la surface, ça va en superficie. Donc la Libye aussi fait partie depuis 2008. Et il y a aussi 3 pays qui sont observateurs, certainement qui vont adhérer. Le Soudan, il a donné son accord de principe. Et ensuite, il y a les 2 Congos. Donc la CBLT a 3 principaux organes. Il y a le sommet, qui est l'organe suprême de direction. Il y a le Conseil des ministres et il y a le secrétariat exécutif qui est chargé de mettre en œuvre les résolutions et les décisions du sommet et du Conseil des ministres. Donc le sommet, c'est l'organe suprême. Et il se réunit normalement tous les 2 ans. Mais avec tout ce qui s'est passé dans la zone des péripéties, le sommet, vous voyez, vous parlez du 16e sommet. Créé en 1964, nous sommes au 16e sommet, donc ce n'est pas tout le temps que ça se réunit. Dieu merci, depuis quelques années, la commission a repris son dynamisme vigueur et ça se réunit. Les conclusions donc du sommet d'Abuja. Pour parler du sommet d'Abuja, je dirais d'abord, il est important à plus d'un titre. D'abord, c'est un passage de témoin entre un président en exercice qui finit son mandat, qui passe à un autre président en exercice, le président Mohamed Déby Itno en l'occurrence. Ça, c'est un fait. Un autre point important, c'est un sommet qui intervient après un conseil des ministres de la Défense des pays contributeurs de troupes. Vous savez, la commission du bassin de la Tchad abrite aussi la force multinationale mixte, notamment chargée de combattre le Boko Haram. Donc il y a eu le sommet intervenu après un conseil des ministres extraordinaire des pays contributeurs de troupes, qui sont les 4 pays membres, plus le Bénin. C'est intervenu aussi après le 108e conseil des ministres ordinaires de la CBLT. C'est intervenu aussi, ça coïncide aussi avec le retour de la Libye, le 6e membre, après 7 années d'absence. Vous savez, la Libye a adhéré en 2008, mais après tout ce qui s'est passé avec la mort de Kadhafi, les problèmes qu'ils connaissent, ils étaient plus ou moins en léthargie, mais fort heureusement, ça consacre leur retour. Donc c'est à peu près le 16e sommet autour de tout ça.
Autour de ces enjeux-là, on a parlé des enjeux sécuritaires. Comment booster la lutte contre Boko Haram? Comment en finir avec la lutte contre Boko Haram? Et aussi, au-delà des enjeux sécuritaires, comment mettre en place les actions de développement? Parce que la guerre sur un plan militaire, ça ne suffit pas, il faudrait aussi continuer. Donc le sommet est revenu aussi sur ces questions-là. Il y a aussi cette année les questions climatiques, notamment avec les inondations. Le sommet aussi s'est penché sur cette question cruciale des phénomènes climatiques qui engendrent les inondations ou la sécheresse, ou c'est revenu là-dessus. Il y a aussi la question des contributions financières. Vous savez, tous les 6 ou les 4 ou 5 pays membres de la CBLT, avec tout ce qui se passe dans le monde, la crise, la récession économique, avec tous les pays membres traversent des passes difficiles. Donc les arrêts, les contributions ne rentrent pas. Il y a eu un cumul d'arrêts. Donc le sommet aussi s'est penché sur cette question de comment résorber ce problème de contribution ou d'arrêt de contribution. Il y a eu aussi, il s'est aussi penché sur comment résoudre de façon durable, vous savez, le problème du lac Tchad, c'est l'assèchement. Et on parle avec le projet du transfert le sommet s'est beaucoup penché sur le projet du transfert d'eau interbassin, notamment sur la première phase qui consiste d'abord à charrier, vous savez, le chariot et le Logone, qui sont les principaux tributaires du lac Tchad, sont en train de s'ensabler. Ce qui fait que l'eau qui devrait aller au lac Tchad se disperse dans la nature. Donc, la première phase du projet transfert interbassin consiste à enlever ce sable-là pour que l'eau puisse aller directement au lac. Donc, le sommet aussi a donné mandat, a donné quitus à la CBLT pour aller de l'avant avec cette question-là, cette première phase-là. C'est à peu près grosso modo. Sans oublier aussi, il y a eu la reconduction du mandat. Vous savez, le secrétaire exécutif a un mandat de 4 ans chaque année. Il a fini un premier mandat de 4 ans. Le sommet l'a aussi reconduit pour un second mandat de 4 ans. Et bien d'autres questions qui relèvent du huis clos. Oui, voilà. Monsieur le directeur, les principales décisions issues de ces sommets permettront-ils une prospérité à la sous-région? Ce qui est sûr, vu la détermination, vu l'engagement, vu vraiment le volontarisme, depuis un certain nombre d'années, vous savez, pendant un bon nombre d'années, c'est même ça qui, selon certains, qui a favorisé le phénomène Boko Haram. On avait une sorte d'impression que les régions en marge du bassin du lac Tchad sont quelque peu oubliées par le gouvernement central, qui sont loin de ces. Si vous prenez, à part peut-être N'Djamena, c'est la région la plus proche du lac Tchad, toutes les autres capitales régionales sont à des milliers de kilomètres du bassin du lac Tchad. Donc on avait une sorte d'impression que c'était les régions pauvres de ces pays-là. Mais depuis le phénomène de Boko Haram, on voit quand même un certain regain d'intérêt des chefs d'État pour cette question du lac Tchad. Si vous voyez de 2015 à aujourd'hui, avant 2015, vous voyez, il y a eu 14, 12 sommets avant 2015. Mais vous voyez, à partir de 2015, nous sommes déjà au 16e. Il y a des sommets extraordinaires, il y a des rencontres. Donc vraiment, on sent un regain d'intérêt et on peut dire que on est sur l'envol. Vraiment, on a l'envol d'espoir et de mise. Et aussi avec les résultats qu'on voit sur le terrain, que ce soit sur le plan sécuritaire. Vous voyez, Boko Haram, certes, il continue à mener des attaques, mais c'est plus l'ampleur qu'on connaissait il y a 3 ou 4 ans. Maintenant, c'est plus ou moins des attaques, tout juste pour dire que exercice, voilà. Et aussi, avec tout ce qu'on a sur le plan de développement, les projets qui sont en train de se mettre en œuvre au niveau des régions affectées, on a bon espoir qu'on est sur la bonne lancée. Monsieur le directeur, pouvez-vous nous parler brièvement du bilan de la présidence nigériane? Le bilan de la présidence nigériane, on peut dire qu'il a été globalement, je dirais, globalement positif. Bien sûr, il faut relativiser. En 2 ans, par rapport à des problèmes d'ordre structurel, ce n'est pas en 2 ans qu'on va avoir des résultats. Mais si on remarque, dès que le président Buhari a pris le pouvoir, il a mis comme priorité la question sécuritaire et la question de l'assèchement, de la comme il l'appelle, la révitalisation du lac Tchad. Dès sa prise de fonction, si vous vous rappelez, en février 2018,
il a convoqué une conférence internationale sur la revitalisation du bassin du lac Tchad. Une conférence qui a réuni pratiquement les chefs d'État de la sous-région, ceux de l'Afrique centrale, les chercheurs, tous ceux qui, de près ou de loin, sont concernés par le lac Tchad. Et cette conférence internationale-là est sortie avec un fonds qu'il fallait créer pour sauver le lac Tchad, un fonds qu'il fallait alimenter de près de 50 milliards de dollars. Et sur la question sécuritaire aussi, vous voyez, la FFM existe, certes, mais on peut dire qu'aujourd'hui, la FFM peut mener grâce notamment au chef de file, le Nigeria, qui appuie énormément le tout comme ça. Donc, on peut dire, oui, il y a eu beaucoup de choses. Vous voyez, entre 2015 et entre 2018 et aujourd'hui, pratiquement, c'est des attaques sporadiques de Boko Haram. On n'en parle plus d'attaques d'ampleur de Boko Haram. Donc, le bilan, je peux dire que c'est globalement positif sur ces deux points-là, sur ces deux questions-là. Monsieur le directeur, les projets Pré-Zabalt et le programme de stabilisation ont-ils induit de réels changements dans la vie des populations? Oui, on peut, comme j'ai eu à tous les jours, vous savez, un projet, certes, un projet d'abord, il a une durée de vie limitée, c'est 4 ans, 5 ans un projet, mais les effets, c'est à long terme. Parce que c'est comme quand vous éduquez quelqu'un. Vous lui apprenez les choses, mais le rudiment, c'est 20 ans, 10 ans plus tard que vous voyez. Vous savez, le programme Pré-Zabalt, c'est l'un des programmes phares de la CBLT. C'est un programme de plus de 50 milliards de francs CFA qui concerne les 5 pays membres du bassin du lac Tchad et ce qui concerne uniquement les couches vulnérables, les femmes, les jeunes et aussi la lutte, la préservation des écosystèmes. Donc, il a commencé en 2015 il y a eu une prolongation d'une année, 2 ans, donc après 7 ans, je pense qu'il y a des résultats tangibles sur le terrain, en termes de forage, en termes de marché, en termes de pistes, en termes d'écoles, en termes d'infrastructures sanitaires. Effectivement, on peut dire que le projet, il a eu de l'impact et il va continuer à avoir de l'impact parce qu'il n'est pas encore fini. Permettez-moi de revenir sur la désignation du général Idriss Déby Itno pour conduire donc ce mandat. Sur le plan international, quel est l'impact de cette désignation à votre Sur le plan impact, vous voyez, pour parler de l'actualité, rien que ce qui s'est passé récemment, les événements récents au Tchad, c'est quand même sur le plan communication, information, c'est une tache noire moi je dirais, sur le Tchad. Mais le fait que le président, ses pairs, ont eu confiance à le désigner, ça fait le bassin du lac, c'est une organisation régionale qui, elle n'a pas, c'est un modèle en fait, un modèle d'organisation, parce qu'elle est censée être un organisme de bassin, mais c'est plus qu'un organisme de bassin, parce qu'un organisme de bassin s'occupe uniquement des questions d'eau transfrontalière. La CBLT, certes, c'est les questions d'eau transfrontalière, c'est les questions d'environnement, de préservation, de préservation d'écosystèmes, de biodiversité. C'est aussi des questions de promotion, de paix, de sécurité et de développement. Donc c'est une organisation, elle est économique, elle est politique, elle est environnementale. Donc au-delà de ça, si vous voyez, je fais toujours le parallèle, vous prenez la force mixte. C'est une force constituée uniquement des forces armées des pays membres. Mais c'est l'une des forces armées aujourd'hui qui a le plus de résultats par rapport même aux forces des Nations Unies. Comparez, prenez ce qui se passe au Congo. Ça fait combien d'années? Plus de 10 ans, 20 ans. Il y a plus de 20 000. Mais vous voyez les résultats. Mais ici, avec nos maigres moyens, vous voyez les résultats que ça induit. Imaginez donc la statue, l'aura, effectivement, ça fait un truc, c'est vraiment un truc à l'international. Moi, je dirais c'est... Oui, le bassin du lac Tchad est confronté à de nombreux maux qui sont du terrorisme. On sait que le Tchad est déjà engagé sur le terrain. Peut-on s'attendre à une amélioration de la situation, sinon l'éradication complète du dit phénomène? Oui, comme je le disais tantôt, si vous voyez ce qui s'est passé depuis 2009, le pic avec 2015, avec tout ce qui s'est passé, aujourd'hui, je peux dire qu'on a atteint l'apogée, c'est la phase déclinante.
on est en train d'aller, et vous voyez, chaque jour, chaque année, on ne le sent pas dans les médias, on ne le sent pas. Rien qu'en termes de reddition, les combattants qui déposent des armes, qui déposent des armes et qui se trouvent comme ça, c'est des centaines. C'est des centaines par jour. On ne le voit pas, on ne le sent pas. Et aussi, bon, bien sûr, il y a toujours des phénomènes, ça et là. Même récemment, on voyait le tas de tout. Mais ce n'est plus les attaques d'ampleur de tout comme ça. Et je pense que si on continue sur cette lancée-là, les actions militaires, couplées avec les actions de développement, parce que le tout n'est pas de gagner une guerre. Quand vous gagnez, vous récupérez des territoires. C'est quoi le problème? C'est que ces gens-là, même surtout les jeunes, qui se sentent, parce qu'ils se sentent marginalisés. C'est même pour ça qu'ils sont partis à Boko Haram. Quand vous allez dans les zones, il n'y a pas de piste pour aller les villages, les chefs-lieux de région. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'infrastructure scolaire, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas l'école, il n'y a pas de cases de santé. C'est ça. Donc, au-delà, en même temps qu'on fait la guerre, il faudrait aussi accompagner que l'État, on sent la présence de l'État avec l'administration, avec les forces armées, la police, la justice, l'école, la santé, les marchés, les routes, les puits. Donc, cumulé, effectivement, on va aller crescendo, je pense, vers une amélioration de la situation sur le terrain. Parlant justement des menaces terroristes dans les confins du bassin du lac Tchad, que fait exactement la force multinationale mixte et comment est-elle organisée? Bon, la force multinationale mixte, vous savez, je parlais tantôt, c'est une force composée uniquement des forces armées nationales des 4 pays qui sont confrontés au phénomène de Boko Haram. Les 4 pays riverains du bassin du lac Tchad, le Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Tchad. Bien sûr, à l'époque, le Bénin, qui est aussi voisin limitrophe, et aussi par solidarité, s'est senti concerné parce que vous voyez déjà dans le Sahel ce qui se passe. Les pays du Golfe de Guinée qui, à un moment, n'étaient pas concernés, sont aujourd'hui aussi touchés. Donc le Bénin a été sage. On dit quand la case de ton voisin mouille la tienne, il a pris les devants, il a rallié. Donc il y a 5 pays membres. Et cette force-là est composée d'environ 10 000 hommes. Donc ils sont au départ, il y a le quartier général d'abord qui est basé ici à N'Djamena. Et ensuite, vous avez des secteurs. Il y a 4 secteurs. Dans chaque pays, il y a un secteur avec des forces. Bien sûr, chaque secteur est autonome pour mener la bataille dans son rayon, en concordance, en concomitance avec les autres. Et il y a aussi des opérations conjointes menées tout comme ça, de manière. Donc, il y a les opérations nationales et il y a les opérations régionales. Mais toujours est-il que ça se fait de façon concomitante. Et au fur et à mesure, vous voyez, au tout débat, vous savez, les questions de sécurité, d'armée, au débat, les pays étaient frôlés, tout comme ça. Et avec le temps, le fait de se retrouver, je pense que la confiance est venue. Vous voyez, si un pays engage le combat dans ce secteur, il peut même poursuivre dans l'autre pays. Donc, ça se passe vraiment bien sur le terrain, bien que vous savez, bon, la guerre, c'est aussi, pour faire la guerre, il faut l'honneur de la guerre, comme on dit. C'est une question de moyens. Donc, nos pays, avec tous ces trucs comme ça, il y a un certain manque de moyens qui, grâce à la coopération internationale ou grâce à la coopération de certains pays amis, avec le temps, est en train de se résorber. Bien sûr, moyens aériens, moyens en termes de renseignement, moyens amphibies, parce que ça concerne aussi le lac Tchad, et aussi moyens pour gagner le cœur et l'esprit des populations. Parce que bon, vous savez, que ce soit les terroristes, les terroristes aussi sont l'émanation de ces populations-là. Et parfois, il y a des complicités, aussi à l'ignorance, certains ne comprennent pas les enjeux, donc ils sont utilisés. Donc au-delà de la guerre même, pratiquement militaire, il faut aussi gagner le cœur et l'esprit de ces populations-là, en allant vers eux, en brisant la glace, que les populations sentent que leur armée, c'est vraiment leur défenseur et pas leur ennemi. Donc il faut aussi gagner cette guerre-là. Oui, il y a aussi la question du développement socio-économique qui se pose, vous l'avez évoqué. Mais quelles sont vraiment vos appréciations sur cette question qui a créé même cette nébuleuse? Je disais tantôt, si vous voyez, à l'exception de N'Djamena, toutes les capitales centrales
sont environ à 1000 km du bassin du lac Tchad. Si vous prenez Yaoundé par rapport à l'extrême nord, si vous prenez Abuja par rapport au nord-est du Nigeria, si vous prenez Niamey par rapport à Difa, ce qui a amené ça, les populations, bien sûr, tous ces pays-là sont confrontés à des problèmes de développement, des problèmes de pauvreté, des problèmes qui sont réels, qui sont structurels. Et ces populations-là, au-delà des autres, se sentaient plus ou moins marginalisées. La pauvreté ambiante, la démographie galopante, la sécheresse, le manque d'emploi, le manque d'opportunités, c'est tout ça là qui a entretenu ça et qui a fait qu'à un certain moment, bon, certains jeunes ont cédé au discours parce que, bon, à un certain moment, moi, je me rappelle, à un moment, je posais. Les premiers repentis, quand vous leur posez la question, disent non, moi, on me donne 300 000 francs, on me donne une moto. Et c'est mon rêve d'avoir une moto. Je ne pouvais pas l'avoir comme ça. Et quelqu'un me dit, je peux avoir une moto et 300 000 francs. C'est comme ça. Donc la pauvreté ambiante, l'ignorance aussi, c'est tout ça là. Et c'est des problèmes structurels. Si vous voyez tous nos pays, il ne faut pas avoir honte de le dire, ils sont catalogués au plus bas de l'indice de développement. Il y a aussi la malgouvernance. Il y a tous ces trucs-là. Il y a la corruption. Il y a l'injustice. C'est tout ça, ces phénomènes liés qui ont fait de cette insécurité. Voilà. Alors, la Libye qui fait son retour après environ une dizaine d'années d'absence, peut-on savoir ce qui a motivé ce retour? Bon, je peux dire que sans tout, vous voyez, la Libye, la situation plus ou moins, eux aussi, ils sont en train d'aller, la situation est en train de se stabiliser. On parle même d'élections, des trucs comme ça. Donc, je suppose qu'ils ont repris leur place. À un moment, c'était divisé, vous savez. Avec tous les problèmes qu'ils avaient, je pense que les problèmes internes avaient pris le dessus sur les problèmes. Mais maintenant, bon, la nécessité, toujours on dit ensemble, c'est toujours qu'on est ensemble, c'est mieux qu'être seul. Donc, les problèmes internes sont en train de venir à bout de ça. Ils ont dit, bon, nous allons reprendre notre place auprès de nos frères. Oui, monsieur le directeur, le projet de transfert des eaux interbassins aura-t-il une réelle évolution sous la présidence tchadienne? Oui et non. Vous voyez, certains parlent du projet de transfert de bassin d'eau comme un serpent de mer. Et que certains pensent que c'est même une utopie, ça ne va pas avoir lieu. Mais bon, moi, je suis un éternel optimiste. Et la démarche aussi prise, parce que bon, à un certain moment, les gens voient les impacts environnementaux, certains voient les impacts environnementaux d'un problème de transfert d'eau, d'autres voient le volume, la masse d'argent qu'il faut mettre, tout ça leur fait peur. Mais la CBLT, les États membres de la CBLT ont adopté une démarche par palier. On pense que, je vous disais tantôt, c'est le Chari et le Logone qui alimentent le lac Tchad. Et le Chari et le Logone sont en train de s'assabler aujourd'hui. L'eau qui devait normalement parvenir au lac Tchad se disperse dans le sable. Et certains pensent que déjà en charriant ce sable-là du Chari et de Logone, on peut permettre la fluidité de l'eau vers le lac Tchad. Et déjà, on peut, parce que en faisant le transfert d'eau, c'est environ 1 mètre de hauteur d'eau qu'on va gagner. Mais certains disent que déjà en désensablant le Chari et le sable, on peut avoir ce volume d'eau-là. Donc, il se pourrait qu'on n'ait même pas besoin de faire le transfert d'eau. Donc, c'est pour ça que je suis optimiste. Si on arrive à désensabler et aussi à restaurer les berges, parce que bon, le tout n'est pas aussi de laisser l'eau aller, il faut aussi protéger, parce qu'avec la sécheresse, avec les vents de sable, c'est ça qui remplissent le lac Tchad aussi. Il faut désensabler le Chari et le Logone, il faut aussi protéger les berges. Peut-être avec ça, on n'aura même pas besoin de faire de transfert d'eau. On aura un niveau d'eau de lac Tchad optimum. Certaines langues disent même que c'est déjà peut-être cette inondation, c'est le fait peut-être que l'eau de l'Ubangui-Chari qui est déjà... Bon, l'inondation, vous voyez, c'est les phénomènes climatiques, on sent ça. Certains étaient plus sceptiques, ils ne pensaient pas au truc des phénomènes climatiques, mais malheureusement, vous voyez, ici, c'est les inondations, là, c'est les sécheresses, là-bas, c'est les incendies. Je pense que ça, c'est un phénomène, justement, et c'est ça qui devrait nous amener, effectivement, à regarder la question climatique avec un peu plus de sérieux, à quelque niveau que ça soit, même au niveau individuel.
prendre conscience de tout des dégâts qu'on fait sur l'environnement. Merci de nous avoir accordé de votre temps pour éclairer nos auditeurs et téléspectateurs sur les travaux du 16e sommet ordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la CBLT tenu le 29 novembre dernier à Abuja. Nous espérons donc vous recevoir très prochainement ici sur ce plateau pour un nouvel entretien. Merci, ce fut un plaisir. Mesdames, Messieurs, je rappelle que Monsieur Ibou Abdoulaye est directeur de la communication et des technologies de la CBLT, était notre invité de la semaine. Souleymane Diabo et moi-même, Hinda Ahmed Cherif, vous remercions d'avoir été des nôtres. Rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.